On va reprendre notre conférence donc avec la table ronde sur la solution et les services innovants à la mobilité. Donc on va commencer avec Charlotte de Sieki, qui est secrétaire générale de l'AVER, et qui va nous parler d'un état des lieux et des perspectives sur la mobilité électrique. Donc Charlotte, vous êtes secrétaire de l'AVER France. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'AVER, ses missions, et ce que vous faites exactement dans cette organisation? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à intervenir à cette conférence féminine. L'AVER est une association qui a été fondée en 1978 sous l'impulsion de la Commission européenne, juste après le premier choc pétrolier, oui, quelques années après le premier choc pétrolier, pour commencer à réfléchir à d'autres modes de propulsion que simplement celui qui utilise le pétrole. Nous sommes maillés à un réseau mondial et européen, le réseau AVER, donc c'est pour ça qu'on s'appelle AVER France, et notre mission, vocation, est donc de promouvoir le développement de la mobilité électrique en France. On est composé de 120 adhérents environ qui représentent l'écosystème de la mobilité, c'est-à-dire non seulement les constructeurs automobiles, mais tout ce qui va avec la mobilité, c'est-à-dire les batteries, les infrastructures de charge, les services de mobilité, on en reparlera, les collectivités locales, des organismes de recherche. Et notre cible privilégiée est plutôt professionnelle dans un premier temps, même si on n'oublie pas le grand public avec toutes les notions pédagogiques qu'on verra qu'il est nécessaire de déployer. Mais disons que stratégiquement, on s'attelle à accompagner et à parler aux collectivités territoriales et aux entreprises pour leur montrer l'état de l'art en matière de mobilité. À ce titre, on a d'ailleurs créé les trophées des villes électromobiles qui ont non seulement pour objectif de récompenser les villes pionnières en matière de déploiement des véhicules électriques et hybrides, mais aussi d'identifier les bonnes pratiques et, à terme, de les partager. C'est dans ce cadre qu'on a créé une entité qui s'appelle le Cercle Clé des collectivités électromobiles, qui rassemble donc les lauréats, il y en a une trentaine aujourd'hui, et qui discutent entre eux et qui mettent en commun les problématiques qu'elles ont rencontrées, mais aussi leurs solutions innovantes pour à terme en parler à celles qui ont envie de s'y mettre et ne savent pas très bien par quel bout prendre les choses, et qui mieux qu'une collectivité est la meilleure ambassadrice pour parler à une autre collectivité de tout l'intérêt de déployer une mobilité électrique. Alors donc là nous sommes à EVER, donc salon où on présente effectivement des solutions de mobilité électrique. Déjà, est-ce que c'est véritablement une réalité, la mobilité électrique, et est-ce que c'est pas un effet de mode? Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu aujourd'hui où est-ce qu'on en est et est-ce que ça va tenir? Alors, effectivement, pour certaines personnes, la mobilité électrique est un effet de mode. En fait, si on prend un peu de recul et si on voit tout ce qui est en train de se passer dans le monde, on se rend compte qu'il y a réellement un mouvement irréversible. Un des signes, c'est que la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, de l'industrie automobile s'y est déjà mis. Compte tenu des milliards d'investissements que cela représente, pas parler d'effet de mode vraiment. Et en plus de ça, on voit qu'il y a en fait depuis quelques années plusieurs facteurs et faisceaux convergents qui font que la mobilité électrique aujourd'hui arrive dans un terreau non seulement favorable, mais qui la rend nécessaire. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, où il y avait seulement un ou deux paramètres qui pouvaient le permettre de l'envisager. Alors ces faisceaux, ces facteurs qui rendent la voiture électrique, enfin les véhicules électriques, on va dire indispensables, utiliser un mot un peu militant, c'est quoi? C'est d'une part des facteurs d'innovation technologique. Aujourd'hui, la batterie, qui est un peu le nerf de la guerre, si je peux dire, en matière de mobilité électrique, son ratio coût, volume, capacité, poids est beaucoup plus intéressant qu'il y a une dizaine d'années. Il va encore s'améliorer dans les prochaines années avec des technologies nouvelles, ce qui fait que la question de l'autonomie, on en parlera tout à l'heure, va être multipliée par 3 ou 4 dans les 10 ou 15 prochaines années. Donc des facteurs technologiques, des facteurs de changement climatique qui ont un impact sur la question du CO2, avec des questions de contraintes institutionnelles du type Bruxelles qui imposent la réduction des émissions de CO2. Il y a aussi des facteurs qui
qui n'était pas très présent il y a de cela encore 10 ou 15 ans, c'est la fabuleuse prise de conscience et prise en compte de la cause écologique par les collectivités, mais aussi par les individus. Souvenez-vous, il y a 20 ou 30 ans, un écolo, il était caricaturalement avec une barbe et des bottes en caoutchouc. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. On a même calculé que le coût de la non-action était supérieur au coût de l'action en termes de préservation de l'environnement. Si vous vous souvenez de ce rapport de Nicolas Stern, cet économiste anglais, qui n'était pas du tout un huluberlu. Donc il y a vraiment une prise de conscience, avec des chiffres qui commencent à sortir. Vous avez certainement entendu parler des particules diesel, des NOx, des dioxydes d'azote, de toutes les particules qui sortent des pots d'échappement. Aujourd'hui, l'OMS considère qu'il y a 9 millions de décès prématurés dans le monde, en lien avec la pollution elle-même étant très impactée par celle du transport. Et ça, c'est ce qui sort des pots d'échappement des véhicules thermiques. Donc, au-delà de la prise en considération de la pollution urbaine, il y a plus généralement, je dirais, quelque chose de l'ordre de la qualité de vie. Et là, on rajoute les notions de bruit, de stress, etc. Et de nouvelles mobilités, mais on en reviendra. Tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on a besoin de changer de type de mobilité. En plus de ça, je termine par ça, bien que ça ait été un électrochoc à l'été 2008, et ce n'est pas le moindre des arguments, c'est le passage symbolique de la barre des $100 du baril de pétrole, et c'est d'ailleurs ce qui a boosté les constructeurs automobiles de la planète à passer à l'électrique. Il y a un net besoin de s'indépendantiser de la civilisation du pétrole, des raisons économiques, des raisons environnementales et des raisons stratégiques d'indépendance énergétique. C'est évident, et dans chaque pays, y compris la Chine, le Japon ou les États-Unis, cette notion est vraiment fondamentale. Donc diminuer notre dépendance au pétrole, voilà un petit peu pourquoi c'est un mouvement irréversible, le terreau est parfaitement favorable et le mouvement est réellement parti. Alors où en est la situation aujourd'hui? Quel est l'état des lieux finalement du marché? Combien de ventes en France, en Europe? Où est-ce qu'on en est? Alors aujourd'hui on en est en phase de démarrage. Là, je vais vous donner quelques chiffres, mais qui concernent uniquement les véhicules 100% électriques. En Europe, aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 véhicules électriques qui circulent, dont la moitié a été immatriculée en 2012, précisément 24 000, un peu moins de 25 000 on va dire. Et ça se répartit un peu moins de 10 000 en France, 4 000 en Norvège, 3 000 en Allemagne et 1 500 au Royaume-Uni. Donc on voit que la France est quand même leader pour l'instant dans le domaine. En France, aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 véhicules électriques qui circulent, dont la moitié a été vendue en 2012. Il y a une bonne vingtaine de modèles qui sont commercialisés et on estime qu'à la fin 2013, il y aura peut-être 15 ou 20 000, peut-être même 30 000 véhicules électriques qui seront vendus. Donc je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais voilà en gros aujourd'hui où on en est. D'accord. Alors quelque part par rapport au nombre de voitures présentes sur les routes, ça fait quand même peu. Donc, mais bon, comme vous me dites, c'est parti et le ciment a pris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est qu'il n'y a pas une génération de véhicules électriques spontanée. On ne passe pas de 0 presque à 2 millions comme ça, en un saut de puce. Et si on prend une ligne d'ingénieur, si on passe de 0 à 2 millions, ce qui sont les perspectives en gros à horizon 2020, on va très bien se dire, voilà, 0, 2 millions, on en est là, donc on devrait avoir tant de véhicules. Et on n'y est pas, effectivement, pour beaucoup de gens, le mouvement est très très long. Or, typiquement, comme pour toute innovation technologique, dans une période de rupture technologique et rupture sociétale, le mouvement il est plutôt de forme exponentielle, c'est-à-dire un démarrage relativement lent, et puis ensuite la courbe s'accélère comme ça. On en est au début. À titre personnel, je ne suis pas du tout inquiète. Je trouve que c'est plutôt normal. On va voir la courbe s'inverser dans les prochaines années.
Donc on est encore en stratégie de lancement ou est-ce qu'on commence à attaquer justement vraiment ce début de croissance? L'année 2013 va être assez importante, surtout qu'il y a la voiture symbolique qui est la Zoé, hein, qui est censée être la voiture, l'autre voiture du peuple, on va dire. Donc on verra ce qui va se passer. C'est assez difficile à dire parce qu'il y a quand même un certain nombre de freins objectifs au développement de la voiture électrique, mais ces freins, on contribue, nous, à l'AVER et d'autres, à les démystifier, mais ils sont néanmoins présents et aussi ils sont contournables, ces freins. Alors, qu'est-ce que sont les freins? Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous les avez déjà identifiés. Il y a 3 freins principaux aujourd'hui, classiques, qui sont celui de son prix, celui de l'autonomie qui est considéré comme trop faible, et celui qui va avec du développement, du déploiement un peu trop lent des infrastructures de charge. Et pourtant, donc, ces freins, en partie, ils sont psychologiques, ou on peut les contourner si on appréhende la question d'une autre manière. En ce qui concerne le prix, c'est vrai que comme en toute période de démarrage, souvenez-vous des ordinateurs, des téléphones portables et même des calculatrices dans les années 70, c'était hors de prix. C'est normal, on n'a pas atteint la maturité industrielle, c'est un phénomène relativement nouveau. Donc le prix va baisser avec les effets d'industrialisation, ça c'est une certitude, et les progrès technologiques de la batterie, comme je l'évoquais tout à l'heure, et la réduction de son coût. Mais ce qui est important de considérer, c'est d'avoir une vision globale, c'est-à-dire le coût global qu'on appelle communément le TCO, Total Cost of Ownership, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir uniquement le coût d'achat, mais le coût de possession globale, puisque rouler en électrique revient à 1 voire 2 maximum euros pour 100 km, c'est-à-dire 6 à 7 fois moins cher que pour un véhicule traditionnel. Donc, vision globale, et quand on fait des calculs comparés, on se rend compte aujourd'hui que si un véhicule électrique roule 15 000 km sur 4 ans, il peut être amorti. Bien sûr, ça dépend des modèles, mais à modèle équivalent, on va dire. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on a l'habitude de raisonner d'une façon cloisonnée. Si on rajoute dans ces comparaisons ce que d'habitude personne ne rajoute, à savoir combien coûte un rafalement de façade lié aux particules qui noircissent nos maisons et qui salissent l'ensemble des rues, et je ne parle pas du reste. Si on compte le coût réel pour la sécurité sociale, les conséquences sur la santé, maladies pulmonaires, maladies cardiovasculaires, le stress induit par la pollution, voire tout ce qu'on connaît maintenant en lien avec les stérilités des femmes, etc. Si on rajoute ces coûts-là, sans parler du coût humain sur un plan, je veux dire, personnel, qui est difficile à chiffrer, si on rajoute aussi, et c'est pour ça qu'on ne rajoute pas en général parce que c'est inestimable, au sens où c'est difficile à estimer et au sens où c'est assez énorme, le coût sur l'humain, c'est-à-dire qu'un coût de productivité, il y a un stress, il y a une maladie, sur la notion de bien-être et la notion de créativité même, comment chiffrer ça? N'empêche que si on met ça au déficit du véhicule à essence, du coup, le véhicule électrique, il apparaît comme beaucoup plus intéressant économiquement. Seulement, on n'a pas l'habitude encore, on commence à peine les analyses de cycle de vie, mais est-ce qu'on prend bien tout en considération, y compris des paramètres un petit peu mous, comme on appelle, par rapport aux paramètres durs, plus techniques. Donc voilà, je me suis un peu étendue sur le prix, mais ça me semblait intéressant de passer par là. En ce qui concerne l'autonomie maintenant, là aussi, raisonner différemment, on a l'habitude de raisonner potentialité d'utilisation. J'ai besoin d'un véhicule de temps en temps pour faire tant de kilomètres, 800, 2 ou 3 fois par an, donc je prends une grosse voiture. Il est peut-être temps aujourd'hui de raisonner en récurrence d'utilisation et non en potentialité d'achat. On avait une discussion hier, on nous vend nos voitures à 200 km/h, mais combien de fois dans l'année on va à 200 km/h? Pareil, on nous vend une voiture qui a 800 km d'autonomie avec un plein, et combien de fois dans l'année on fait 800 km d'autonomie, 800 km d'une traite? 9 trajets sur 10 en Europe font moins de 80 km, donc parfaitement compatible avec l'usage d'une voiture électrique. Donc ça, c'est vraiment important à
à indiquer. Par ailleurs, à propos des infrastructures de charge, donc troisième frein, mais en lien avec l'autonomie, aujourd'hui, on nous dit c'est un frein, il faut absolument des bornes sur voirie. Effectivement, il en faut. Mais on sait en même temps que 9 branchements, 9 recharges sur 10 se feront sur des lieux privés. Donc c'est peut-être aussi là qu'il faut axer la chose. En outre, il y a 15 millions, alors je parle pour la France, mais c'est valable dans d'autres pays, il y a 15 millions de maisons individuelles. C'est autant de prises, ou presque, de garages pour se charger à domicile, un garage à la maison. Alors là, on est en zone rurale. Et on nous dit que la voiture électrique, elle est exclusivement urbaine, parce qu'on focalise sur l'autonomie et on ne prend pas la peine d'élargir et de se dire qu'il y a une potentialité assez grande à la campagne. Ça permet de ne pas faire un détour pour faire un plein, parfois de 20 à 30 km, c'est autant de temps et d'énergie et d'argent perdu. C'est pas parce qu'on habite à la campagne qu'on fait systématiquement plus de 50 km par jour et on a vraiment besoin d'une voiture à la campagne, ce qui n'est pas le cas de la ville. Disons non, parce qu'à la campagne, les transports en commun sont moins bien maniés. Donc, on aime casser le mythe que la voiture électrique, elle est strictement urbaine. Et là où il faut mettre le focus, c'est plus sur les infrastructures privées que sur les infrastructures publiques, même si elles sont très importantes, je ne mets pas ça en question. Et elles se déploient progressivement. Il y a un plan de développement des bornes en France, avec l'ADEME et les collectivités locales. Tout ça, ça prend du temps, évidemment, mais c'est quelque chose qui arrive. Les stations-service ne se sont pas développées en un jour. On allait acheter son bidon de 5 litres chez l'épicier au début du siècle et progressivement il y a eu des infrastructures un peu partout. Là c'est un peu la même chose. Rome ne s'est pas fait en un jour comme on dit. Voilà. Voilà pour les freins principaux en fait, hein, qui sont objectifs pour une part et pour une part un peu psychologiques. Mais quelque part qui peuvent être levés si rapidement dans le temps, puisque le prix avec plus de fabrication va atterrir vers des économies d'échelle. Pour l'autonomie, quelque part aussi, les constructeurs travaillent pour améliorer l'autonomie, les infrastructures, il y a des plans en marge. Bien sûr. Globalement, ça avance quand même. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres freins ou d'autres axes, je dirais, qui pourraient être détracter un petit peu la mobilité électrique ou des freins vraiment qui pourraient être... Sur ce type de projet, je ne sais pas, je pense notamment à c'est l'électricité. On enlève finalement de la voiture thermique le pétrole, on va remplacer par une électricité, mais comment on va amener cette électricité, par quel mode de production? Donc derrière, c'est forcément la question soit des centrales à charbon, soit du nucléaire. Donc quelle est un petit peu la situation par rapport à ça? Est-ce que ça freine justement ce déploiement? Alors, c'est des questions effectivement qui sont très pertinentes et que beaucoup de personnes se posent. Il y en a plusieurs autres, hein. Là j'ai pris les trois principales. Les questions classiques qu'on a, c'est le CO2, il n'est pas émis par les voitures, mais il est émis par les centrales de production. Donc quand c'est des centrales à charbon, voilà, première type de question. Deuxième question, la voiture électrique, en fait c'est une voiture nucléaire, donc après Fukushima, les gens sont d'autant plus sensibles à ça. Troisième type de question, c'est les consommations d'électricité en hausse, ça risque de perturber le réseau, déjà que c'est un petit peu fragile. Et puis dans la zone, là, vous savez de quoi on parle, dans le sud. Il y a la question du recyclage des batteries. Bon, bref, tout un tas de questions que les gens se posent en se disant, finalement, une voiture électrique, c'est pas si vertueux que ça, on ne fait que déplacer un problème. Donc on a des réponses bien sûr à toutes ces questions, je vais les synthétiser parce que je suis sûre que ça vous intéresse, donc sans trop m'étendre, mais si vous voulez, on fait un document qui s'appelle Mythes et réalités et qui détaille un petit peu tout ça. Donc en termes de CO2, j'ai apporté un tableau qui montre la répartition de l'émission de CO2 par la voiture électrique, indirectement bien sûr, puisque une voiture électrique en roulant elle n'émet pas de CO2, mais il faut bien tenir compte des modes de production d'électricité. Donc si on est en France, évidemment, comme vous le savez, 95% de l'énergie est décarbonée, à ce moment-là, ça donne 20 grammes de CO2 par kilomètre. Si on se place au niveau Europe, on est à 50% de production sans énergie fossile, ça donne 80 grammes de CO2 par kilomètre. Et si on se situe au niveau monde, bien sûr, c'est une moyenne, c'est pas la même chose en Amérique du Sud où il y a beaucoup d'hydraulique et si on est en Chine où il y a beaucoup de charbon et de fioul. On est en moyenne à 35% d'énergie, d'électricité fabriquée sans énergie fossile, ce qui donne une moyenne de 130 grammes de CO2 par kilomètre.
c'est-à-dire inférieur ou égal aux normes, notamment bruxelloises. Et là, on est ce qu'on appelle du puits à l'arbre, c'est-à-dire c'est les centrales de production. Si on fait la moyenne aujourd'hui des véhicules thermiques, c'est au-dessus de 160 grammes par kilomètre. Et là, on prend uniquement en considération l'émission de la voiture. On ne prend pas en considération tout l'impact de CO2 depuis l'extraction du pétrole. Donc, il faut rajouter quelques dizaines de grammes. Donc, vous voyez bien qu'en moyenne globale dans le monde, ça reste de toute façon intéressant. En ce qui concerne le nucléaire maintenant, on dit oui, votre voiture est électrique, elle est nucléaire, donc j'en veux pas. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que l'efficacité d'une voiture électrique, elle est beaucoup plus importante que celle d'une voiture thermique. Quand vous mettez la main sur le capot d'une voiture thermique, il est chaud. Vous savez pourquoi? Parce que le rendement de son moteur n'est que de 12%. Ça veut dire que 88% de l'énergie est transformée en chaleur et pas en énergie cinétique pour faire avancer la voiture. Quand vous mettez la main sur le moteur d'une voiture électrique, il est froid. Enfin, pas sur le moteur, pardon. Sur le capot. Bon, vous pourriez mettre les mains sur le moteur, ça ne changerait pas grand-chose. Il est froid parce que l'efficacité du moteur d'une voiture électrique est de l'ordre de 90%. Bien sûr, il faut prendre en considération la centrale de production qui est de l'ordre de moyenne de 50%, mais on voit qu'à ce moment-là, si on multiplie 50 par 90, on reste au moins 3 fois supérieur en termes d'efficacité énergétique globale. Si vous mettez 1 litre d'essence dans une voiture, elle va faire 3 fois moins de kilomètres que si vous mettez ce litre d'essence dans la centrale et que vous alimentez la centrale, vous alimentez votre voiture avec l'énergie produite par cette centrale. Ce qui veut dire, voilà, je ne cherche pas à fuir la question par rapport au nucléaire, au contraire, ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes d'efficacité énergétique globale, c'est important. Ce qui fait que si on est réellement à 2 millions de véhicules électriques en France en 2020, ça représentera moins de 1% de la consommation d'électricité. Aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle savent quel pourcentage d'électricité de consommation concerne tout ce qui est vidéo, hi-fi, télé, c'est 12. C'est-à-dire que votre ordinateur, en gros, il est 12 fois plus nucléaire que votre voiture. Voilà un peu c'est important de faire des comparaisons. Néanmoins, ça implique, enfin, je rejoins la question du réseau. Du coup, il y a moins d'impact sur les réseaux qu'on pourrait l'imaginer. Il n'y a pas forcément besoin de construire plein de centrales nucléaires pour alimenter les voitures, puisque ça ne concerne que 1% de la consommation. Et en plus, une majorité de recharge se fera la nuit. Donc au moment où le réseau n'est absolument pas saturé. Donc le problème n'est pas là. Néanmoins, pour être tout à fait précis, il faut parler en termes d'appel de puissance. C'est-à-dire que si tout le monde se branche au même moment, là, il y a un problème de réseau susceptible d'arriver, parce que tout le monde se branchera en même temps. Mais il y a des techniques qu'on appelle smart grid, de lissage de la charge sur le réseau. Tout ça est en train de se préparer en même temps que l'arrivée des véhicules électriques. Puis il y a la question des énergies renouvelables qui est liée, parce que le développement de la voiture électrique implique aussi le développement des énergies renouvelables, parce qu'on travaille sur le stockage de l'énergie. Aujourd'hui, les renouvelables, leur problématique, c'est le stockage à cause de leur intermittence. Si l'éolien souffle la nuit aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'utiliser la journée. Par contre, il peut alimenter une batterie qui va alimenter une voiture électrique. Donc je synthétise à outrance, on pourra en parler beaucoup plus longuement de ce sujet-là, mais il est aussi fondamental, et c'est aussi pour la réponse par rapport à la voiture électrique nucléaire, et on travaille aussi sur des questions d'alimenter la voiture avec des labels spécifiques pour les énergies renouvelables. C'est-à-dire que vous pourrez un jour dire, voilà, ma voiture électrique, je le certifie, son électricité est d'origine renouvelable. Donc finalement, ce sont beaucoup d'idées reçues autour du véhicule électrique et peut-être aussi qui freinent son déploiement. Ouais. Justement, pourquoi est-ce que les gens finalement, parce que d'après ce que vous dites, ça a une meilleure performance aussi énergétique, pourquoi les gens est-ce qu'ils ne se ruent pas dessus? Pourquoi est-ce que les gens ne se ruent pas sur les voitures électriques? Parce que c'est trop cher aujourd'hui. Oui, mais il y a plusieurs aspects. Il y a tout ce que j'ai évoqué plus
enfin, juste là maintenant, précisément. Mais il y a aussi quelque chose qui a été un petit peu abordé par la personne de l'ADEME ce matin. Il y a quelque chose qui est très de l'ordre du comportemental. Aujourd'hui, une voiture électrique, vous savez à peu près le rapport qu'ont les hommes, enfin les hommes et les femmes maintenant, mais les hommes à leur voiture. Donc, dans les inconscients collectifs, la voiture électrique, elle est souvent perçue comme une voiturette, une voiture de golf, pas très sexy, pas très virile, hein, pas très puissante. Et il faut aller voir les nouveaux produits pour se rendre compte de ce que c'est. Il faut même les essayer. Tant qu'on n'a pas essayé une voiture électrique, on ne se rend pas bien compte de ce que c'est. Je vous donne aussi une anecdote qui est assez révélatrice que le directeur de la flotte des aéroports de Paris m'a raconté récemment. Il y a une dizaine d'années, ils ont acquis une dizaine de voitures dans leur flotte, et puis personne ne les utilisait. Une dizaine de voitures électriques. Elles étaient au garage, pas très intéressant économiquement en termes d'amortissement. Puis un jour, il y a eu une surcharge d'activité, et en même temps, des voitures étaient au garage, donc pas utilisables. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont été obligées, contraintes et forcées, pas contentes d'ailleurs, d'aller utiliser des voitures électriques. Et bien, à compter de ce jour, ils n'ont plus voulu utiliser que celle-ci. C'est quand même un signe. Il y a un mythe qu'il faut casser avec la voiture électrique, qu'elle est pas très virile et tout ça. Si tant est que la mobilité de demain est virile, on va y revenir. Surtout qu'on voit aujourd'hui dans les ports, moi je trouve, mais qu'il y a des voitures vraiment qui font viril, même dans l'électrique. Enfin, il y en a des modèles qui sont exposés là. Donc c'est vrai qu'il y a des petites voiturettes comme vous dites, mais il y a aussi aujourd'hui d'autres modèles qui existent avec des marques qui produisent des grosses voitures. Mais il en faut pour tous les goûts. L'important là, c'est de démythifier le fait qu'une voiture électrique est une voiture un peu poussive et qui n'est pas très puissante. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite vraiment à essayer une voiture électrique. Il y a une espèce de... comment dire, la notion de puissance et de silence procure une certaine puissance. Voilà, il y a un vrai plaisir à conduire une voiture électrique. Et franchement, quand on a l'habitude de le faire, moi je roule en voiture électrique depuis 8 ans, quand je suis obligée occasionnellement, et j'espère le moins possible, de rouler en voiture thermique, j'ai l'impression honnêtement de passer d'Internet au Minitel. Mais c'est pas possible, comment ça existe, comment ça peut exister encore, alors que pour des usages quotidiens récurrents, encore une fois, voilà. Donc il y a ce côté un petit peu idée reçue. Mais il y a quelque chose, en fait j'ai envie de dire que c'est un frein qui en cache un autre. Il y a vraiment l'arbre qui cache la forêt. Il y a, si vous voulez, on est en période de rupture sociétale, et c'est vrai aussi pour la mobilité. Comment dire, j'ai envie de dire, le maréchal Foch, en 1911, il a dit les avions militaires, bon, c'est intéressant, mais ça n'a absolument aucun intérêt stratégique militaire. On en est un peu là, par rapport à toutes les critiques qu'on voit poindre, qui sont d'ailleurs les mêmes que celles qu'on voyait poindre au début du siècle vis-à-vis des véhicules thermiques après les voitures à chevaux. Hein. On est en période de rupture et il y a un certain nombre de gens qui arrivent à avoir une vision de ce qui est en train de se passer, une vision globale, et d'autres moins. La voiture électrique, c'est un peu comme le doigt qui montre la Lune. C'est-à-dire qu'on ne va pas taper sur le doigt, il faut regarder la Lune et tout ce qui se passe. Et justement, comme ça a été évoqué par l'ADEME, la voiture électrique arrive à une formidable période de mutation sociétale et notamment de mutation de nos rapports à la mobilité. Au Moyen-Âge, vous aviez les voitures à chevaux, hein, et les chevaux et les charrettes. À l'ère industrielle, vous aviez les locomotives et les voitures à pétrole. Là, on est passé dans l'ère de l'information et des services, qui est l'ère d'une mobilité non possédée, écologique, multimodale, partagée, servicielle, communicante. On est en train de changer. Et les gens, ils sont un peu devant le changement. En général, les humains ne sont pas très enclins à y aller vite. Hein. On attend de voir s'il y a quelques pionniers qui se cassent pas la figure, on regarde ce que fait le voisin. Et puis à un moment donné, ça commence à devenir mainstream. On en est à cette charnière encore.
la voiture électrique est une opportunité, beaucoup plus que la simple substitution d'une voiture par une autre. C'est une véritable opportunité de reconcevoir notre rapport à la mobilité pour qu'il soit davantage rationalisé. Et ce n'est pas un hasard si on voit fleurir tous les phénomènes d'autopartage, de covoiturage, etc. Parce que c'est très adapté à la voiture électrique. Je pourrais m'étendre plus longtemps, je ne vais pas vous embêter parce que c'est intarissable sur le sujet. Mais voilà, le message clair, c'est qu'il y a des choses à démythifier et qui sont normales en période de rupture où on a peur de passer à autre chose. Voilà, c'est l'angoisse de l'inconnu, alors que la vision, elle est remarquablement belle d'une mobilité beaucoup plus rationnelle, communicante, partagée, multimodale, écologique, etc. Voilà. Donc on est dans une nouvelle ère finalement de la mobilité avec toutes ces nouvelles solutions. Une nouvelle ère et un nouvel ère à hier. D'ailleurs, je voudrais terminer par la citation que j'ai entendue de Elon Musk. Je ne sais pas si vous voyez qui est Elon Musk, c'est le fondateur de Tesla, de la voiture, là, le Roadster, de la Silicon Valley. Et je l'ai entendu dire en conférence une phrase qui veut tout dire. On pourra résumer à ça. Il dit un jour, quand nous dirons à nos petits-enfants que jadis nous roulions dans des véhicules très bruyants et qui généraient de la fumée noire, ils ne nous croiront pas. Parce que demain, la mobilité, ou la voiture, on va dire la mobilité, elle remettra davantage l'humain au cœur des systèmes. Aujourd'hui, c'est la voiture qui nous bouffe. Hein. Demain, peut-être que ce sera l'humain qui aura mangé la voiture pour être mieux dans son corps, mieux dans sa tête, comme j'évoquais tout à l'heure. C'est ô combien important, surtout dans des périodes de crise systémique aujourd'hui, où on a vraiment besoin d'être bien soi-même. On n'a pas envie d'entendre du bruit, déjà assez stressé comme ça, du bruit de la pollution, plus de nature, plus de logique environnementale, plus d'humain au cœur de nos cités, de nos systèmes. Je pense que ça ferait pas de mal. Très bien. Donc, pour conclure, la mobilité électrique, elle est vraiment actée aujourd'hui. Il y a encore des progrès à faire en matière d'infrastructure, en matière de justement de laisser-frein, etc. Mais globalement, c'est vraiment ancré aujourd'hui pour vous, et avec ce système de remplacement de l'homme justement au milieu des sociétés, au milieu de vie. Ce que je vous ai dit, oui, moi j'y crois depuis 20 ans et je continue à y croire malgré quelques intermoments qui vont pas durer. Il y a ce mouvement irréversible et il est fort. Je suis fort optimiste parce que justement ça va être bien pour l'être humain. J'ai vraiment grande confiance sur le développement, pour reprendre votre titre, pour l'intelligence. Votre titre, c'est l'intégration de la mobilité durable dans les villes intelligentes. Moi, je suis convaincue que ça va être l'intégration de l'intelligence pour des villes durables, avec une mobilité. Voilà. C'est vraiment l'intégration de l'intelligence humaine qui va permettre justement cette vision globale et holistique des choses. Merci Charlotte.